assez mouillé en fait. Ça va? Il n'a pas dit, Ouais. Ah, mais il attendait d'autres clients en fait. Ouais, parce qu'il peut pas aller. Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup pour le panel. Moi, je me présente, moi c'est Donatien. Je suis venu avec mon frère pour assister au m'a dit qu'elle devait faire cette présentation-là. En fait, en ce qui concerne le cycle menstruel, moi, je dirais que la découverte, elle s'est faite sous plusieurs formes. Déjà, premièrement, c'est à partir du lycée, mais comme moi j'ai eu à beaucoup discuter avec ma mère, et souvent elle me racontait des anecdotes selon lesquelles, par exemple, elle va me dire une fois, il y a une de ses sœurs, quand elle était très jeune, lorsque c'est arrivé, en fait,
C'est-à-dire qu'elle a pris panique parce que pour son jeune âge, elle se demandait comment est-ce possible qu'elle saigne, qu'est-ce qui explique le fait qu'elle saigne. Donc c'est aussi à la fois une honte, mais à la fois une découverte. Et après, il y a certains parents qui sont bienveillants, qui ont le tact de prendre leurs enfants en aparté pour leur dire c'est en fait un changement physionomique, tu es en train de grandir, tu changes donc à partir de tel instant il faut te comporter ainsi. Maintenant, ce que j'ai par contre constaté dans nos sociétés, bon, après on a tendance à dire on ne donne que ce qu'on a. Vous allez remarquer que la plupart des parents africains diront là maintenant si tu fais n'importe quoi, tu peux tomber enceinte. Alors qu'on ne donne pas la méthode qu'il faut. On pourrait expliquer clairement à l'enfant qu'à partir à ce niveau, voilà le comportement qu'il faut adopter, voilà, pour éviter certaines difficultés. Maintenant, aujourd'hui, ce que je constate, malheureusement, c'est toujours un tabou. C'est toujours un tabou. Je crois qu'il faudra en parler, peut-être mettre en place des mécanismes de sensibilisation dans les écoles, peut-être même depuis même le jeune âge. Il faudra peut-être que les parents en parlent avec leurs jeunes filles. Dire par exemple que lorsque tu vas atteindre un certain âge, sache qu'il y aura certaines transformations qui vont arriver. Voilà comment tu dois les accepter. Il ne faut pas en avoir honte parce que c'est comme une honte pour les femmes. Et même les hommes. Aujourd'hui, les hommes, comme disait le frère, on ne veut pas en parler en fait. C'est-à-dire, c'est tabou, mais ce n'est pas un tabou. C'est une réalité naturelle. Il faut qu'on en parle, il faut qu'on sensibilise de manière massive. Jusque dans les villages, parce que même dans les villages, il y a des gens qui ne connaissent pas c'est quoi. Donc il y en a même qui prennent ça comme une malédiction, malheureusement. C'est pas une malédiction, c'est purement naturel. Il faudrait qu'on en parle, il faudrait qu'on mette ce genre de sujet au centre du débat et puis vraiment accompagner les jeunes filles, les femmes, les mères, et puis on a avancé. Et en ce qui concerne les dysménorrhées, moi j'ai des sœurs qui en ont souffert et qui en souffrent aujourd'hui. Moi j'ai une par exemple, elle arrivait jusqu'à s'évanouir. Tellement la douleur est atroce, elle s'évanouit. Donc voilà pourquoi il faut qu'on en parle. On ne doit pas en dire que c'est le sujet des femmes, non. C'est un sujet sociétal, il faudrait vraiment qu'on en parle. C'est ma contribution. Ouais. Moi, puisque là, c'est pas ma société, la personne n'a pas bien. Moi, je comprends, je dis ok. Maintenant, moi, si dans une société en Bruxelles, on est en problème. Si on avait une employée qui était une femme, j'imposerais certificat pour la simple et bonne raison que moi, j'ai pas de problème, on est trois responsables. S'il y a un des trois responsables qui est contre, tu vas dire c'est quoi ce bordel, moi, je vais te mettre un avertissement. Pour moi, pour il y a un certificat, je n'ai pas à savoir de quoi la personne est, c'est la loi. Moi, je suis très légaliste sur ça. Tu es malade, je ne vais même pas te poser la question. Donne-toi bien, reviens quand tu es libre. C'est mon point de vue. C'est l'idée de prendre le médecin pour le douleur et continuer avec ton idée. Et pour moi, non, je ne voudrais prendre rien pour dormir mon réalité. Je voudrais aller à la maison, je voudrais prendre une lecture et voir des choses qui me font sentir bien. Je voudrais rester, je voudrais les chaleurs avec moi et je voudrais seguir au français. Je voudrais pas de médecine pour continuer avec les gens. Je dois prendre le temps pour moi. Je pense que ça c'est une métaphore que nous doit changer de dire pour la Regarder des films, oui. D'autres ont besoin de médicaments, d'autres vont en hospitalisation, ça dépend des cas. Et souvent aussi, ne pas comprendre tout ce
a une introduction sur laquelle j'ai parlé de compassion silencieuse. Ça, c'est une série de 3 photos d'hommes et de femmes, des danseurs qui ont travaillé sur des rêves. C'est pas normal. Il faut savoir qu'en tant que femme aussi, souvent on ne dit pas très bien et on n'accepte pas normal. Je ne dis pas accepter la douleur, mais déjà accepter le rôle. Sur cette série, l'homme accompagne la femme à faire la résilience par rapport à ses menstruations. Et si je dois parler de société aussi, il y a beaucoup de femmes qui ne sont pas dans les sociétés. Il y a des moments qui sont dans les marchés, il y a des femmes qui sont dans les... Il y a des hommes aussi qui sont dans les... Moi, je mets tout cela. Je ne suis pas en train de blâmer, je fais des partages d'expérience. Il faut dire qu'aujourd'hui, le tabou, c'est déjà sensibiliser les hommes pour qu'ils aillent chercher la bonne information et assumer pleinement leur rôle. Et aussi encourager la femme à comprendre ce qui se passe dans son corps et dans le corps d'autres femmes, être dans la compréhension et dans le... Elle avait la gloire. D'abord parce que je suis la grande dans la vie, donc je trouvais que c'était tout à fait normal que je l'encourage. Je viens aussi parce que je suis enseignante sur médicale et quand je travaille sur les questions de genre, parce qu'en 2025, en fait, le musée des civilisations noires va consacrer l'année à la femme noire. Et je suis donc accessoirement membre du comité scientifique, donc je viens parce que je me dis que ça peut intéresser. Peut-être qu'on pourrait amener finalement les règles, ça me concerne très rapidement. Je dois dire que c'est curieusement mon père qui me prépare aux questions des règles quand je ne l'ai pas encore. Ma mère n'arrivait pas à me le dire parce qu'elle était laissée dans la pudeur. Donc c'est mon père qui me dit qu'en fait, tu sais, quand tu grandis, certaines hormones se développent en toi. Donc mon père qui est littéraire, il parle toujours comme dans la poésie. Je dois donc imaginer qu'en fait, ce qu'il dit veut dire que je vais bientôt avoir les règles. Ma mère essayait de voir, en fait, c'était comme une sorte d'enquête, en fait, savoir si j'ai des règles. Le jour que j'ai les règles, en fait, elle me donne 2 grosses serviettes, parce que j'avais des difficultés à marcher, parce que 2 grosses serviettes, directement. La marque qui nous a commandé des bagnards. Et en plus, tu dois faire comme si tu savais ce que c'est que les règles, parce que personne ne te le dit. Au fur et à mesure, évidemment, c'est pourquoi je l'amène, qui est ma fille, pour qu'elle comprenne, en fait. Même faisant même se déconnecter, il y a quand même des messages qui passent de temps en temps. J'ai envie d'aborder dans le sens que tu as énuméré. Effectivement, mes frères, je n'en connais pas qui soient des personnes calées sur la question des règles quand ils ne veulent pas d'enfants. Quand ils veulent avoir des rapports sexuels avec leur femme, ils maîtrisent les règles. Mais dans la vie de tous les jours, c'est comme si c'était quelque chose qui ne les concernait pas. Donc c'est pour dire qu'en fait, en fin de compte, l'intérêt guide l'esprit en fait. Les gens connaissent comment fonctionnent les règles. Ils peuvent même te faire des cours sur les règles, comment éviter les grossesses. Donc là, de mon côté, je pense que c'est juste une question de volonté. Et que lorsqu'on dit que la société dit que la société des règles, c'est une question de femmes, c'est une façon en fait patriarcale de se déresponsabiliser de la charge mentale des règles. Tout simplement, parce que c'est une charge mentale tous les jours. Tu dois penser à ne pas tomber enceinte, tu dois savoir comment te protéger, et ça c'est une charge que personne ne veut gérer, et c'est pourquoi ils disent que ça concerne les femmes d'une façon stratégique de ne pas assumer cette charge mentale-là. Je voulais peut-être rapidement rebondir sur la question des serviettes hygiéniques. Il ne faudrait pas penser que les femmes des villages ne savent rien là-dessus. Je pense que les femmes des villages sont les premières qui savent faire la question des serviettes réutilisables. Elles utilisent ça beaucoup pour des questions de précarité économique en fait. Donc elles ont su très rapidement comment avec des morceaux de tissu pouvoir utiliser, réutiliser. Donc elles sont calées là-dessus. Et je peux vous dire qu'il y a des contextes culturels dans nos villages africains où des femmes savent comment éviter des grossesses avec la médecine traditionnelle, où elles savent quand les règles arrivent, les plantes qu'il faut utiliser pour ne pas avoir mal. Moi, ce que j'invite surtout, c'est que les femmes qui sont considérées intellectuelles, qu'on arrête un peu cette façon d'être un peu très regard décalé, penser qu'on sait plus que les autres, mais qu'on soit dans une posture de sororité réelle, où on va apprendre des autres, pas parce qu'on est en ville, mais parce qu'on a beaucoup à apprendre dans nos villages en fait, et que là-bas, peut-être on découvrirait parfois certains secrets. La question, par exemple, de quand les femmes accouchent. Ce n'est pas nous qui avons créé, moi dans ma culture, il y a un repos post-partum. C'est inscrit dans les cultures, le mot le dit. Le mot dit quand tu accouches, tu vas chez tes parents, chez ta mère, et pendant 1 mois, elle s'occupe de toi. Et ça, c'est traditionnel. Et on n'a pas attendu l'Occident pour le savoir. En fait. Ça veut dire que le corps a besoin de repos, a besoin de se régénérer. Et c'est pourquoi je dis pour des questions comme ça, on devrait davantage aller puiser dans l'imaginaire de notre tradition. Parce que là-bas, c'est sûr qu'il y a des réponses en fait. Donc je m'arrête là parce qu'après. Voilà, merci. Parce que là, c'est ça,
Galactic melodies guide me through the unknown. In this abstracted pop song, I feel at home. Navigating the depths like a jazz improvisation. New jazz rhythms set my soul in constant vibration. Deep house beats like stars twinkling in the sky. I reach the depths of my creativity as I fly high. Voilà. The trip has blues wrapped around my very being. Four place rhymes the soundtrack to what I'm seeing. Abstract thoughts flow through these astral dimensions. I paint pictures with words and their imaginations. Exact, je confirme. Il y a un combat qui se prépare, et puis le son, ce côté assez sombre là, ça ressort bien toute l'intensité qu'il y a derrière ce qui se prépare. C'est magnifique. Tu vois, ces phases de feu, mais il a beaucoup. Une figure totémique de tout Dakar, on va dire. Joe, il symbolisait tout ce qui fait Dakar dans sa pureté, on va dire, dans son authenticité, dans ses rythmes, ses couleurs. Voilà. Joe Wakam, c'est Dakar, quoi. Et Joe Wakam aussi, c'est une figure Lébou. Vous connaissez les Lébou? Ouais. Voilà, c'est une figure Lébou. Et voilà, comme je disais tout à l'heure, une figure tutélaire, totémique. Et voilà, dans tout ce qui pouvait symboliser cette dynamique artistique, il est obligé d'être présent. Voilà. Il oblige les gens il oblige les gens par sa présence, de sa présence et à sa présence. Quoi. Voilà. Et par exemple, cette œuvre-là, là il est présent, c'est là où on l'avait connu. Ouais. Voilà. En fait, Joe, il incarnait aussi une certaine Valeur. oui, une humanité, un humanisme. Avec Joe, ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que Joe, c'est bon, d'abord, au-delà d'être un artiste, Joe, il a toujours eu cette fibre révolutionnaire. Joe, c'était un révolutionnaire, c'était un communiste qui a été un vaillant combattant, parfois au plus de certaines choses. Et puis Joe, on l'a souvent soupçonné, et c'était vrai, de se ranger derrière une apparence folle pour, on va dire, pour vivre librement. Pour vivre librement, pour vivre purement, en marge des excentricités, des folies, des extravagances de l'homme. Et puis il avait cette fibre humaniste, comme je disais tout à l'heure. Joe, quand il marchait comme ça, comme un robot. Ce qui explique quelque peu sa présence sur ce tableau-là. Et il ne restait jamais longtemps debout sur une place parce qu'il disait qu'il respectait l'homme. Parce que sûrement quelqu'un devait être enterré là. C'est ce genre de philosophie qui est c'est ce genre de philosophie quoi, pour l'intérieur là. Et bon, cette œuvre aussi, c'est ça. Ça dit, c'était bien avant d'ailleurs
l'histoire des intelligences artificielles. Voilà. Voilà. C'est pourquoi ça parle de déclaration universelle des droits, des robots, des hommes et des citoyens. Parce que aussi, ils font maintenant partie intégrante. Voilà. Là, tu te reconnais. Vous avez nous en silence. Bravo. C'est un bon souvenir. J'ai commencé à les mettre quand tu tombes malade. Donc maintenant, j'ai envie d'oublier ma maladie. Oh, c'est magnifique. C'est bon. Voilà. Comment tu peux venir te baigner là où il y a des bateaux qui viennent? Hein, va un peu loin quoi. Viens. On va enlever... Oh. Les pieds dans l'eau. Ok. Hein? Ça c'est pour la pirogue. 500 par personne. Ok alors. Ah, non mais t'inquiète. Ça va toi.